prévenir et prendre en charge donc les violences sexuelles envers les jeunes. Alors cette table ronde est présidée par Sylvie Cromer, qui est donc sociologue à l'université de Lille 2. Elle travaille sur les violences envers les femmes et sur les représentations sociales sexuées dans la littérature de jeunesse. Elle a initié les recherches sur le harcèlement sexuel en France dans les années 90. Et dans le cadre de plusieurs projets de recherche internationaux, en collaboration avec Carole Brugiel, elle a développé une méthodologie originale pour analyser les représentations sexuées véhiculées par les vecteurs de socialisation, albums illustrés, littérature jeunesse, manuels scolaires. Donc elle a publié récemment avec Dominique Lemaire L'affrontement des sexes en milieu de travail non mixte, observatoire du système de genre, et littérature de jeunesse et construction du genre, le point de vue des enfants. Donc je lui passe la parole. Nous avons 3 intervenantes que je vais présenter, puis il leur sera posé 3 questions. Alors, prendra d'abord la parole Muriel Salmona, qui est docteure, psychiatre, psychothérapeute, chercheuse et formatrice en victimologie et en psychotraumatologie, et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, responsable de l'antenne 92 de l'Institut de victimologie et de consultation pilote gratuite et anonyme de psychotraumatologie pour femmes victimes de violences à Clamart, donc dans le 92, et aussi à Romainville dans le 93. Elle est responsable d'une étude sur les conséquences psychotraumatiques des violences, qui date de 2008, et de recherche sur la mémoire traumatique, des articles qui vont être publiés et un ouvrage apparaît en 2010 intitulé « Violences insensées ou la mémoire traumatique à l'œuvre ». La seconde intervenante est Linda Velcuriel, à ma gauche, qui est avocate au barreau de Paris. Maître Velcuriel anime la commission pour l'abolition des mutilations sexuelles. Elle a largement contribué aux avancées de la lutte contre les mutilations sexuelles en France, en plaidant notamment dans une 40aine d'affaires devant la cour d'assises et en contribuant à l'information et à la prévention de ces pratiques auprès des intervenants et intervenantes sociaux et des familles. Elle a aussi participé à la lutte contre les discriminations envers les femmes auprès du Comité international olympique, puisque tout à l'heure on parlait du sport. Et récemment, elle a publié avec Natacha Henry, Exciseuse, à City Édition. Enfin, la troisième intervenante sera Ernestine Ronet. Ernestine est responsable de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. C'est le premier observatoire de ce genre en France qui a pour vocation de favoriser le travail en commun de tous les partenaires et de rendre visible le phénomène des violences faites aux femmes afin de mieux les faire reculer. L'Observatoire de Seine-Saint-Denis fait référence au niveau national et on espérerait bien qu'il y en ait d'autres ailleurs. Sous la houlette d'Ernestine Ronet, il a réalisé de nombreuses campagnes sur les violences, les mariages forcés, le sexisme, et a notamment été à l'initiative d'une grande enquête sur les comportements sexistes et les violences envers les filles en 2006. Les moyens et les structures qui existent dans votre domaine pour la prise en charge des violences sexuelles subies par les jeunes. En tant que médecin, psychiatre, faire un état des lieux qui est assez catastrophique en fait actuellement. C'est-à-dire qu'il y a encore actuellement quasiment aucune prise en charge médicale spécifique des victimes de violences sexuelles, malgré la gravité des conséquences de ces violences. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance chez les médecins très très importante de toutes ces conséquences psychotraumatiques qui sont connues qui sont vraiment connues que depuis une dizaine d'années et qui sont très très bien connues maintenant depuis plusieurs années, mais qui ne sont toujours pas enseignées. Donc ça, on verra un petit peu dans le cadre des lacunes. Mais ce qui est essentiel, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, dans le cadre de cet état des lieux, on en est là. On en est dans une situation où quasiment rien n'est fait et où les victimes, dans le cadre de l'étude que j'ai faite, se sentent totalement isolées, abandonnées
par le corps médical et souvent ont eu des galères terribles pour essayer de se faire entendre et de se faire soigner. Alors, les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles sont particulièrement graves. Dans le cadre de tous les traumatismes, c'est les conséquences psychotraumatiques les plus fréquentes. C'est-à-dire que dans des traumatismes en général, il y a 24% de risque de développer des troubles psychotraumatiques graves et chroniques qui peuvent durer toute la vie. En cas de violence sexuelle, on monte à 80%. C'est vraiment très grave. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, on a affaire à des violences qui sont complètement sidérantes. C'est-à-dire qu'elles vont entraîner une effraction psychologique et une panne du psychisme total. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a pu dire dans la première table ronde le montre bien. C'est qu'on est vraiment dans l'impensé. On n'arrive pas à concevoir ces violences, ce qui entraîne un déni. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui est en jeu, c'est que la sexualité est complètement dégradée et pervertie pour être utilisée comme une arme de destruction de l'autre, dans la négation totale de ce que l'autre pourrait attendre de cette sexualité, qui est la vie, qui est l'accès à une relation avec autrui, qui est tous les rêves d'amour qu'on peut avoir et de faire des enfants, de créer sa propre vie. Tout ça est détruit par les violences sexuelles. Et c'est pour ça que les conséquences sont si graves. Et c'est ce qui explique aussi ce déni, parce qu'en fait, on est dans une sorte de confusion totale entre ce qui est de l'ordre de la sexualité et de ce qui est de l'ordre de la violence. Là, il s'agit de violence, et c'est vraiment ce qui est utilisé totalement dans le cadre des guerres, où c'est pas pour rien que quand on veut détruire une population, on utilise le viol comme arme totale, en quelque sorte. Donc, les conséquences, pour être assez rapide, cette sidération que les victimes décrivent, où elles sont en panne face à la situation, face à ce que leur fait l'autre, leur dit l'autre, leur impose l'autre, entraîne une impossibilité pour le psychisme de contrôler une réaction émotionnelle face au danger. Ce qui fait qu'il va y avoir une sorte de survoltage émotionnel qui va monter, sans avoir la possibilité, sans que le psychisme ait la possibilité de gérer un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc on arrive à des risques vitaux avec des taux d'hormones de stress, adrénaline, cortisol, qui sont toxiques pour l'organisme et qui vont entraîner donc ce risque vital que le cerveau va gérer en disjonctant en fait. C'est-à-dire que la seule solution pour échapper à ce risque-là, ça va être de disjoncter et d'isoler la réponse émotionnelle. Et c'est ça qui va entraîner des conséquences. Ça va sauver la personne sur le moment, mais ça va entraîner des conséquences terribles ensuite, dont la création d'une mémoire traumatique, parce que la mémoire émotionnelle va être isolée, ne va pas pouvoir être encodée, va ne pas pouvoir être travaillée par tout le reste du cerveau, et va vraiment revenir hanter comme une sorte de fantôme la personne continuellement et se déclencher à l'occasion de n'importe quel lien, et va refaire vivre les violences et la détresse et le mal-être absolu qui a pu se passer, toujours dans la même incompréhension, dans la même panne psychologique et dans la même détresse et dans le même survoltage émotionnel. Et à chaque fois, une disjonction va se reproduire. Et c'est ces disjonctions continuelles qui vont entraîner aussi une sorte d'état confusionnel et qui vont aussi transformer la vie de la personne dans une sorte de terrain miné où n'importe quoi peut faire exploser cette mémoire traumatique. Donc avec des conduites d'évitement totales, un retrait total, ce sont des vies vraiment fracassées. Et puis aussi, une fois que c'est... En fait, la disjonction, j'ai oublié de vous dire qu'elle se fait avec des drogues dures qui sont des morphines et la morphine-like et des kétamines-like qui vont faire disjoncter le cerveau. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, il va y avoir une accoutumance à ces drogues et la personne va se retrouver avec une explosion de sa mémoire traumatique, avec toujours un stress qui monte énormément, une impossibilité d'y échapper, et c'est ça qui explique en fait les conduites à risque. C'est-à-dire que pour pouvoir malgré tout disjoncter, il va falloir augmenter la situation de stress
pour créer cette disjonction. Donc c'est se mettre en danger, s'automutiler, se retrouver dans des conduites à risque, qu'elles soient sportives, routières, sexuelles, très importantes, et aussi malheureusement, on en a parlé aussi, être dans la violence aussi contre autrui, qui peut être vraiment d'une efficacité totale malheureusement pour disjoncter. Donc ces victimes vont se retrouver avec des conduites totalement paradoxales, incompréhensibles, qui vont achever de les mettre dans une situation où elles vont se voir extrêmement négativement, avec une image d'elles-mêmes catastrophique. Et c'est ça qu'il faut absolument enrayer, arrêter les conduites à risque, et puis déminer cette mémoire traumatique. En fait, le traitement repose sur l'arrêt des conduites à risque, avec la compréhension de ces conduites à risque, et le déminage, et ça marche. C'est-à-dire que le traitement marche, mais encore faut-il faire des liens, comprendre que les symptômes sont reliés. Or, la plupart des personnes sont suivies pour des symptômes qui ne sont jamais reliés aux violences qui ont été subies. Les médecins ne posent jamais la question, et le traitement du coup de toutes ces conduites à risque et toutes ces conséquences, dépression, tentative de suicide, et puis donc troubles du comportement, troubles des conduites, vont être en fait traités comme des troubles du comportement sans être reliés aux violences, et c'est ça qui était vraiment très important. J'ai beaucoup de mal, moi, à répondre à la question telle qu'elle est posée, puisque je m'occupe essentiellement, sur le plan judiciaire, des affaires d'excision. Bon, bien sûr, je dirige l'association Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles, qui est une action préventive. Donc j'ai les deux casquettes. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de structure qui permette d'atténuer la souffrance, de comprendre d'ailleurs la souffrance et d'atténuer la peine des victimes. Parce qu'il y a eu une progression, une modification dans la pratique de l'excision ici en France. Au début, c'était sur les bébés. Et parce que les mères pensaient que le traumatisme ne serait pas retenu. Là, un bébé, ça souffre pas, même s'il crie. Enfin, c'est assez récent, la notion de souffrance du bébé. Ça ne s'inscrit pas dans sa mémoire. Ce que pensaient les mères en disant, bon, plus tôt c'est fait, mieux ça sera, parce que l'enfant, la future adulte, ne s'en souviendra pas, parce que vraisemblablement, elle se souvenait de sa propre souffrance. Donc c'était une manière d'atténuer celle des filles. Mais la pratique, elle s'est modifiée. Parce que maintenant, l'excision se pratique beaucoup plus tard, puisque la justice est intervenue, pour la faire brève. Les parents se sont méfiés de l'institution qui était là pour protéger leurs enfants, c'est-à-dire la PMI. La PMI avec laquelle on a énormément travaillé, enfin c'est surtout Emmanuel Piat et moi-même, puisque je ne suis pas médecin, mais la PMI avait ce rôle de protection et de l'enfant dans la mesure où il était demandé aux médecins d'être vigilants, de regarder et de dire, et si on constatait l'excision, de faire un signalement, ce qui entraînait tout un processus judiciaire. Donc, après plusieurs années de condamnation par les cours d'assises, les parents ont adopté une stratégie différente. Et soit on envoie les enfants petits en Afrique pour les faire exciser sur place, et au retour, ni y avoir eu la volonté qu'elles soient excisées. Ça s'est fait par hasard. Ça s'est fait dans leur dos. Eux ne le souhaitaient pas, ils vivent en France, mais que voulez-vous, la famille l'a fait à leur insu. Deuxième cas de figure, et c'est celui qui est le plus préoccupant et dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, et vous avez certainement des expériences peut-être plus approfondies que les miennes. Ces enfants, les toutes petites, il y avait quand même eu des procès. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend 12, 13, 14 ans et on envoie les enfants en vacances. Les jeunes filles ne se méfient pas parce que c'est leurs parents qui décident. Donc elles sont doublement trahies lorsque elles arrivent au pays. On les envoie au bled, confisque les papiers. Elles sont coupées, c'est-à-dire excisées, et en même temps,
Les parents combinaient en général le mariage entre guillemets, c'est-à-dire le viol de leur fille, moyennant comment s'appelle, dowry, la dot, oui, bien sûr. Donc, et lorsque ces jeunes filles peuvent revenir en France, elles sont cassées. Mais le problème, c'est que si les premières, et certaines en fonction de leur tempérament, vont se plaindre, expliquer ce qui leur est arrivé, donc déclencher une procédure judiciaire parfois, elles se reprennent par la suite, il y a le conflit de loyauté, et elles vont souffrir en silence parce qu'on ne dénonce pas sa famille, on ne veut pas accuser ses parents, il faut le garder pour soi. Après tout, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Et le chez nous est tellement important parce qu'il cache tout le reste de leur souffrance, qui est qu'il vaut mieux considérer que c'est comme ça chez nous plutôt que de considérer qu'on a été victime. C'est normal quelque part. Et maintenant, on constate, mais on n'a pas de recul, pas suffisamment de recul, qu'il y a beaucoup de ces jeunes filles qui sont mutilées et qui ne savent pas vers qui se tourner parce qu'elles refusent aussi d'admettre qu'elles ont été victimes. L'Observatoire des violences envers les femmes, donc en Seine-Saint-Denis, est une structure partenariale, et j'ai envie de prendre par là pour commencer, c'est-à-dire que, en fait, c'est une structure qui concerne l'ensemble des professionnels du département. Il existait sur le département bien avant que l'Observatoire n'existe, donc 2002, d'autres professionnels, des professionnels les mêmes d'ailleurs, qui travaillaient déjà. Et ce qu'a fait l'Observatoire, c'est unir l'ensemble des forces pour permettre que se crée une dynamique dans le département. Alors, quand je dis l'ensemble des forces, c'est les services du département, PMI, crèche, aide sociale à l'enfance, service social, les services de l'État implantés dans le département, délégués aux droits des femmes, je la cite en premier parce qu'il n'est pas question de la remplacer, ni de, bien sûr, on travaille complètement en lien avec elle, justice, police, inspection académique. Et troisième élément, les associations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a procédé à une analyse des violences et on s'est dit que, dans le fond, bon, la violence la plus répandue, tout le monde est d'accord, c'est les violences dans le couple. Et puis, à partir de là, il y a un continuum de violences. Donc, on a les violences dans le couple, ensuite les violences sur les jeunes, les violences sexuelles, les violences au travail, les violences sur les femmes migrantes, etc. Et on a donc procédé à une analyse des violences. Et à partir de là, on décide de faire donc bien sûr des formations pour l'ensemble des professionnels. Premier élément de la politique publique, c'est la formation des professionnels sur un contenu, analyse des violences. Et on a de nombreux professionnels, au fur et à mesure des années, ça augmente. Mais ce qu'on fait, c'est essayer que les bras ne nous en tombent pas en tant que professionnels. Parce que comme c'est de tout temps en tout lieu, c'est un peu lourd. Et donc l'idée, c'est de créer une énergie, un dynamisme. Et la mayonnaise prend parce que ce travail est un travail avec un arbre qui grandit et des racines qui s'étendent. Donc on a ce premier élément, la prunelle de nos yeux, les professionnels. Deuxième élément, le travail avec les adultes, les habitants, les habitantes de notre département. Et là, on a un partenariat ville assez fort, avec on a là deux villes, Saint-Ouen et Saint-Denis, pardon. Avec des villes, donc plus de la moitié des villes du département. Et ça s'est fédéré notamment autour d'une campagne d'affiches sur la première campagne qui s'adressait aux hommes. Donc l'idée que dans ce département, il fallait qu'il se crée une énergie en ayant les affiches sur les murs, qu'il se crée une émulation, une envie de faire quelque chose contre les violences, en prenant conscience à la fois, bien sûr, de l'ampleur des violences, mais aussi du fait qu'on n'était pas dans Mission Impossible, qu'on pouvait réussir à faire reculer les violences. Tout à l'heure, on a parlé de l'augmentation du nombre de plaintes. Évidemment, les plaintes ont augmenté en 4 ans de 87%, quand au plan national, ça augmentait de 31%. Et ce que disait l'Observatoire national de la délinquance, c'est parce qu'il y avait un meilleur accueil, une meilleure prise en charge de l'ensemble des professionnels.
Je ne suis pas hors de mon sujet. Parce que, par rapport aux violences sexuelles, hein, je suis bien dans le sujet, que ça fait partie de l'ensemble. Troisième élément, viennent les jeunes. Mais vous voyez, ça vient en troisième. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les jeunes d'un côté et tout seul, les adultes et les professionnels. Tout ça, ça se fait en synergie. Alors, pour ce qui concerne des jeunes, par rapport à notre ami de Marseille et de l'Observatoire de Marseille, puisqu'on a ce partenariat avec l'Éducation nationale, avec la délégation aux droits des femmes, il y a en Seine-Saint-Denis un protocole qui existe sur les violences sexuelles dans les établissements scolaires, signé par l'inspecteur d'académie et la déléguée aux droits des femmes. Et le Conseil général, je pense dans le prochain, va être associé. Donc on a vraiment un travail de partenariat. Alors si vous voulez, on pourra l'envoyer, ça c'est pas très compliqué. En tout cas, l'idée, c'est qu'on s'adresse sur ces questions de violence sexuelle aux parents, aux enseignants, aux jeunes. Donc on garde toujours ce triptyque. Peut-être en ce qui concerne les jeunes également, on a travaillé sur les violences dans le couple et sur le retentissement des violences sur les enfants. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'évidemment, tout ce qui s'est dit tout à l'heure, il nous paraît extrêmement important d'arrêter les violences le plus vite possible subies pour évidemment que les violences agies ne démarrent pas derrière. Hein. Donc on a une consultation de victimologie et maintenant on a 3 consultations de victimologie, dont une spécialisée sur les enfants, avec des groupes de parole, une recherche-action. L'idée est que sur ces questions-là, il faut absolument qu'on arrive à mieux les prendre en compte. Une campagne d'affiches également sur les enfants. Hein. Et puis en ce qui concerne les jeunes, on a tout un travail des jeunes contre le sexisme, avec une rencontre, donc on entame la 3e année de cette expérience. L'idée, c'est que les jeunes ont des idées, qu'ils peuvent, si on les met en situation de réfléchir autour de ces questions, s'impliquer avec les équipes enseignantes, avec les conseillères conjugales, avec tous les professionnels qui souhaitent s'impliquer dans cette histoire. Donc on est bien dans un travail de réseau et puis de racines qui prennent. On est passé de 10 à 17 établissements cette année et je pense qu'on n'a pas fini. Hein. Dernier élément peut-être... dans les choses qu'on peut se dire, dans les outils qu'on peut utiliser qui existent aujourd'hui, qui sont présents, sur la question du viol dont on a parlé tout à l'heure, vous allez me permettre un petit moment de pub. Donc on a à la télé demain soir un film sur le viol et un débat, donc elle va participer, donc Muriel et Emmanuel. Donc on aura un temps de travail autour de ça. Et puis on a le film qui sort le 25 novembre, La domination masculine, qui articule de manière magnifique ce qui se passe dans la société avec les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on est bien dans quelque chose qui est construit. L'importance de la volonté politique. Je crois que c'est la première chose qui peut ressortir. D'un côté, quand il y a absence de prise en charge, des conséquences qui risquent d'être graves, qui risquent de perturber à long terme et d'entraîner éventuellement d'autres violences. Et de l'autre côté, l'importance de travailler en partenariat avec cet effet sur le fait que la sensibilisation va provoquer une libération de la parole, mais moi je préfère parler aussi d'une libération de l'écoute. Hein. C'est pas tant que les femmes ne parlent pas, je pense qu'elles parlent depuis longtemps, mais qu'enfin on va les écouter. Quelles sont les lacunes que vous avez pu identifier dans ces dispositifs, si tant est qu'il en existe quelques... Vous l'aurez compris, il y en a énormément. En ce qui concerne la prise en charge médicale des victimes de violences en général et de violences sexuelles en particulier, il y a très très peu de choses. Même sur Paris, le nombre de consultations qui prennent en charge des victimes de violences se compte sur les doigts de la main. Presque d'une main, à peine plus. Or, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les conséquences sont très très graves et très fréquentes chez les victimes de violences. Elles ont besoin absolument de soins, sinon leurs vies sont vraiment fracassées. Et c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui avait été renversé par un camion et qui avait de multiples fractures. Et on lui dirait, en fait, maintenant, tu repars tout seul et puis tu te répares toi-même. Tu te débrouilles. C'est ce qui se passe pour les victimes de violences sexuelles particulièrement et de violences en général. C'est-à-dire que
Au pire, elles vont en mourir. Hein. C'est les deux premières causes de mortalité, particulièrement chez les jeunes, c'est les accidents en premier et les tentatives de suicide en deuxième. Or, on sait que dans le cadre des conséquences psychotraumatiques, il y a 8 à 10 fois plus d'accidents mortels chez les victimes de violences sexuelles, et puis 20 à 25 fois, voire 30 fois plus de tentatives de suicide. Donc on est en plein là-dedans. Donc au pire, elles peuvent en mourir, et quasiment au mieux, elles vont se réparer complètement de travers, comme elles peuvent, avec de lourds handicaps, en se retrouvant à boiter et à pas pouvoir en fait utiliser toutes leurs capacités. Et en plus, on va leur reprocher. On va leur dire mais t'es incapable, comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire ça, comment ça se fait que tu as peur de tout, comment ça se fait que tu bois. Dans le cadre des conduites à risque, l'alcool est très très présent. Hein. Près de 50% des victimes de violences peuvent se retrouver à boire, toujours pour justement arriver à se disjoncter quand elles vont trop mal. Et puis, donc, ce risque aussi de reproduire des violences. Donc, il est essentiel de traiter, et le traitement, en fait, disons, le traitement, il repose en fait sur une chose énorme, c'est de retrouver une pensée, c'est de retrouver une capacité à ressaisir, à se ressaisir et à repenser sa vie, en fait. Et pour ça, il faut dépasser un petit peu cette panne énorme et ces conséquences terribles qui font qu'on est dans l'incompréhension totale de ce qui nous arrive. Et la base des choses, c'est déjà de donner des explications aux victimes, de leur expliquer ce qu'elles vivent, pourquoi, et que tout le monde sache que c'est très grave, en fait, que les violences, c'est très grave, et qu'il y a des conséquences parfaitement normales à ces situations très graves. Parce que jusque-là, on considérait en fait que les victimes qui présentaient des troubles psychotraumatiques, c'est qu'elles étaient, c'était en quelque sorte de leur faute. C'est-à-dire que c'était parce que c'était des femmes et que les femmes, ça supporte moins les choses. C'était parce qu'ils étaient très jeunes et que voilà, les enfants eux aussi supportent moins les choses. C'est qu'ils étaient trop fragiles, qu'ils avaient en fait une personnalité comme ceci ou comme cela. Non, c'est-à-dire que face à des violences sidérantes, face à des violences insensées, comme je le dis dans mon livre, tout le monde va se retrouver en panne. Et d'ailleurs, tout le monde se retrouve en panne. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas formés, les professionnels qui ne sont pas formés, se retrouvent aussi sidérés face à ça. Ce qui explique aussi cette incapacité de poser des mots, cette incapacité d'identifier ces violences, le fait que justement il y ait plein de glissements sémantiques gravissimes autour de ces violences, et qu'il y ait vraiment, même parfois, non seulement une méconnaissance, mais un déni qui s'installe. Donc les médecins, il faut qu'ils soient formés, ça on va le revoir ensuite, et il faut qu'ils puissent poser des questions, et surtout qu'ils aient les outils pour comprendre ce qui se passe, et pour aider, et pour éviter. Et il faut, bien entendu, avoir un effort politique énorme vis-à-vis des enfants, puisque tout se joue sur les enfants. C'est tout se joue là. C'est-à-dire que les violences, elles se reproduisent de génération en génération, parce qu'on commet des violences hyper graves, terribles sur les enfants. Et c'est ça qu'il faut absolument arrêter. Et tout le monde doit se sentir responsable pour arrêter ça. Donc voilà. Et puis sinon, je voulais juste par rapport aussi aux lacunes, dire une chose, c'est que, vous savez, le 30 juillet 2009 a été votée une loi qui, enfin, reconnaît la spécificité de l'inceste dans la législation pénale et qui aussi dit qu'il n'y a pas de consentement, pas de notion de consentement pour des mineurs face à des agresseurs qui sont en position d'autorité ou qui ont une différence d'âge avec ces mineurs. Et puis, troisième chose aussi, que l'autorité parentale serait remise en question systématiquement. En tout cas, la question serait posée systématique quand il s'agit d'un parent qui a l'autorité parentale, qui agresse sexuellement un enfant. Donc tout ça, c'est bien. Et puis il y avait une quatrième chose qui devait être votée, c'était la création de centres spécifiques pour prendre en charge les victimes de l'inceste. Et c'est la seule chose qui n'a pas été votée et qui a été remise au calendrier grec. Voilà. Donc c'est là aussi où il faut se mobiliser pour que justement il y ait l'urgence de prendre en charge, de donner des outils, que ce soit aux professionnels ou aux victimes, et d'informer tout le monde. Je ne peux vous parler que de l'expérience que j'ai
des cas de jeunes filles mutilées que j'ai pu rencontrer, et essentiellement au travers des procédures judiciaires. Je crois qu'il faut revenir juste un petit peu sur la souffrance de ces jeunes filles, qui est particulière par rapport aux violences sexuelles qu'on a évoquées dans les autres cas. Il y a un article dont je me sers lorsque je plaide pour faire bien comprendre aux jurés et à la cour la souffrance que n'expriment pratiquement jamais les jeunes filles. Cet article a été publié en 1989 dans l'événement du jeudi. Et c'était plusieurs jeunes filles qui parlaient d'excision, comment les familles faisaient, le sentiment de trahison, etc. Ou certaines qui disaient, après tout, c'est notre coutume, alors qu'elles étaient nées en France. Mais ce qui m'amène à moi les larmes aux yeux, c'est quand je lis la phrase que prononce une de ces jeunes filles, quand elle dit « Tu te rends compte de ce qu'on t'a fait le jour où tu tombes amoureuse ». Pour elle, le jour où le traumatisme, elle le ressent, c'est justement quand tout notre environnement, publicitaire, les films, les livres, etc., l'amour est au premier plan. Et pour elles ont le sentiment que c'est quelque chose, c'est le néant. Ça sera le néant le jour où elles tombent amoureuses. Elles comprennent la dimension de ce qui leur a été fait. Ça, je pense que c'est important qu'on le comprenne lorsqu'il y aura des structures pour accueillir justement ces jeunes filles. La deuxième, c'est Mutilée. C'est le livre qu'a écrit Kadi Koïta, qui est une des militantes des plus ardentes et vraiment les plus braves. Il n'y en a pas beaucoup parmi les Africaines. Quand elle explique que mutilée, c'est le terme qu'on emploie nous en France, mutilée, elle a eu du mal à l'accepter. Mais elle exprime justement ce vide que provoque l'excision. Elle dit non, on n'est pas des femmes comme les autres. Il nous manque quelque chose. Et ce manque, comment est-ce qu'on va le restituer ? La souffrance que toutes ces femmes ont dans leur tête, mais qu'elles savent que ça n'est pas la même que celle qui est traitée ou qui peut être prise en charge par les autres. Et ça ajoute à la souffrance. Donc il faudra aussi faire l'effort de comprendre la dimension, de l'analyser, de le comprendre, je n'en sais rien, je ne suis pas une scientifique, mais comment aborder cette souffrance spécifique. La réparation chirurgicale dont j'ai dit un petit mot tout à l'heure apporte une réponse, mais une réponse partielle, parce qu'on n'a pas encore le recul pour analyser tout ça. Mais au moins, il y a une apparence. On est une femme comme une autre. On peut se regarder dans la glace, on peut aller à la piscine, on peut se déshabiller devant les autres. On a le corps d'une femme. Et c'est ce qui manquait beaucoup aux jeunes quand elles réalisaient qu'elles avaient été victimes d'excision. Et c'était parfois, lorsqu'on se compare, ça arrive à un certain âge, mais surtout quand le petit copain, après un flirt un peu poussé, lui dit « Mais toi, t'es pas comme les autres. Tu réagis pas, et puis il te manque quelque chose. » Voyez-vous, c'est cette souffrance qu'il faut essayer de comprendre. Moi, je ne suis pas là pour analyser, mais je vous le livre comme un sujet de réflexion. Peut-être, on peut en citer 3. La formation initiale des professionnels. Globalement, dans la formation initiale des professionnels, il n'y a rien concernant les violences, et a fortiori les violences sexuelles. Et ce que vient de nous expliquer Muriel, par exemple, ou Linda, je trouve que c'est super important à entendre, à comprendre et à pouvoir travailler ensuite en tant que professionnel. Donc pour moi, c'est la première chose. La deuxième, on l'a dit, c'est la prise en compte de la parole. C'est-à-dire que finalement, après le procès Outreau et puis d'autres, on voit bien la difficulté qu'ont les adultes, la justice, à entendre cette parole. Elle raconte des histoires, etc. On a du mal à prendre en compte la violence subie, notamment la violence sexuelle en tant qu'adulte.
Donc bien sûr l'entendre, déjà ça commence, l'écouter, l'entendre et puis réagir, c'est-à-dire mettre en protection cette jeune fille en danger. Je pense que on a encore beaucoup de mal à protéger. C'est valable pour l'ensemble des personnes victimes de violences. Pour les jeunes filles, on voit bien que c'est assez grave encore. Donc on a la première idée, bien sûr, c'est qu'elles ne soient pas en contact avec leur agresseur. Ça peut paraître trivial, mais ça ne l'est pas. Avec tout ce qui s'est déjà dit, je ne reviens pas, mais on l'entend bien, qu'il y a là quelque chose à vraiment prendre en compte. La deuxième chose, c'est leur permettre de pouvoir se reconstruire, donc avoir des consultations de victimaux. Ce que vient de nous dire Muriel me paraît extrêmement important. Une fois qu'on le sait, c'est pas comme si on ne le savait pas. Une fois qu'on a entendu Muriel, on se dit il y a des moyens tellement importants et tellement justes pour permettre à ces jeunes de sortir, j'ai envie de dire, du merdier, c'est que du coup on se dit que c'est dommage que ça n'ait pas lieu. Donc les consultations, et en Seine-Saint-Denis on en a mis en place un certain nombre, mais il y a encore du travail à faire. Troisième élément, c'est leur permettre d'être dans des lieux protégés pour un temps suffisamment important où elles puissent justement se reconstruire. Et le quatrième élément, c'est quand elles sont jeunes majeures, c'est-à-dire de 18 à 21 ans, elles puissent bénéficier des contrats jeunes majeurs qui leur permettent d'être à l'abri, de ne pas être dans le milieu familial et de pouvoir bénéficier donc de moyens financiers, d'une aide financière. On a mis en place un protocole, par exemple en Seine-Saint-Denis pour les mariages forcés, de lutte contre les mariages forcés, qui reprend les éléments que je viens de dire. Et à mon avis, c'est vraiment important de pouvoir aller jusque-là. Synthèse de ce qui vient d'être dit, Catherine Louveau l'avait dit tout à l'heure, c'est important de nommer la violence et de la nommer sans euphémisme ni circonvolution, sans glissement sémantique. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et le travail des féministes a consisté d'ailleurs à mettre des mots sur la violence, comme harcèlement sexuel ou mutilation sexuelle, etc. Le deuxième point, c'est non seulement nommer la violence, mais aussi de pouvoir dire ou laisser dire la souffrance. Évidemment, le troisième point, c'est de former, tout au long d'ailleurs de leur cursus professionnel, les professionnels et tous les professionnels. Alors, il y a bien sûr aussi les structures de prise en charge, mais je me permettrai aussi d'ajouter l'importance des groupes de parole, les groupes de parole féministes qui ont lieu depuis longtemps et qui me semblent aussi importants. Et j'ajouterai un cinquième point aussi. Il me semble important de travailler, on n'a pas beaucoup parlé du droit jusqu'à présent, mais aussi de travailler sur la preuve et comment apporter des éléments de preuve, puisque concernant les violences sexuelles, il nous est trop souvent dit que c'est parole contre parole. Or, même dans les cas de violences sexuelles où il n'y a pas, de coups, d'atteinte physique ou sexuelle, ce n'est jamais parole contre parole. Donc, là encore, dans les domaines à la fois dans le champ politique, sanitaire et juridique, on va dire, quels sont à partir de ces différents constats, quels sont les types de propositions qu'on pourrait avancer aujourd'hui pour faire avancer à la fois la prévention des violences sexuelles, mais aussi leur prise en charge quand elles sont établies. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme proposition en France? Et puis, est-ce que pour ouvrir un petit peu à d'autres exemples, est-ce que il y a d'autres contextes nationaux, d'autres pays européens, par exemple, qui pourraient, qui paraissent peut-être plus avancés ou plus innovants dans la prise en charge de ces violences? Est-ce que vous avez des exemples de ce type? Je vais reprendre un petit peu les résultats de l'étude que j'ai faite en 2008 sur le 92. Je vais redonner la parole à toutes les patientes qui ont participé à cette étude et vous dire ce qu'elles demandaient, qui est tout simple en fait. Donc ce qu'elles demandaient, en fait, c'était même en premier, c'était d'être informées, c'est-à-dire de savoir, de comprendre ce qui leur arrive,
de plus se retrouver totalement abandonnés, isolés, en se sentant, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que effectivement les victimes de mutilations génitales, mais toutes les victimes de violences sexuelles se sentent profondément différentes des autres. Et de pouvoir avoir comme ça un retour qui leur redonne une dignité, qui leur donne une compréhension d'elles-mêmes. C'était la première chose. Donc c'est informer en général. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de se battre. Alors grâce à elles, en fait, elles ont demandé, pour justement par rapport à cette information, de faire une plaquette qui a été faite grâce à la délégation aux droits des femmes, d'information médicale sur les conséquences psychotraumatiques des violences. Donc si ça vous intéresse, j'en ai quelques-unes, je pourrais vous montrer. Donc, informer. Deuxième chose, former les médecins et tous les professionnels. Donc, les médecins, bien entendu, pour qu'ils puissent en prendre en charge, il n'y a toujours pas de formation dans le cadre des études médicales, que ce soit pour les médecins en général, mais que ce soit aussi pour les psychiatres. Or, on sait que plus de 60%, voire 70% de la psychiatrie, c'est des conséquences des violences. Et les psychiatres ne sont pas formés. Donc vous imaginez un petit peu la situation. Donc former. Former aussi tous les professionnels qui prennent en charge les victimes, mais aussi les magistrats, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour qu'ils comprennent. Parce que pour l'instant, en fait, quand on est dans cette situation de parole contre parole, on ne prend pas en compte plein de preuves qui sont simplement les preuves médicales. C'est-à-dire que les violences, elles laissent des traces dans le psychisme des victimes, même s'il n'y a pas de traces physiques, de recherche ADN possible, il y a des traces psychologiques qui sont ce qu'on appelle, nous, pathognomoniques. Ça veut dire qu'elles sont spécifiques de ces violences, et de ces violences seules, et qu'elles sont des preuves. C'est-à-dire qu'elles prouvent le diagnostic. Et ça, c'est pas assez connu. C'est-à-dire qu'on peut vraiment intervenir pour dire si il y a eu violence sexuelle et que vraiment avec un travail avec la personne, on peut retrouver quel type de violence même quel type de violence il y a eu avec tous les symptômes qu'il peut y avoir. Donc il y a ces éléments-là aussi. Et bien entendu, troisième chose, créer des centres de soins, d'augmenter cette possibilité pour les patients d'avoir des soins, pas de se retrouver dans des soins, dans des centres, des CMP, des centres médico-psychologiques avec des grands psychotiques et tout ça, d'avoir des soins dans des lieux spécifiques où il y aura une compréhension, une prise en charge, une gratuité des soins aussi qui est vraiment très très importante. Voilà, donc il y a ce soin. Sinon, je voulais aussi rebondir sur le fait d'informer aussi, bien entendu, sur le droit, sur les définitions des violences. J'ai beaucoup de patientes qui ne peuvent même pas nommer les violences qu'elles ont eues parce qu'elles en avaient pas la définition. Et puis aussi sur tous ces glissements sémantiques, pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit, de faire très très attention à nommer les choses par vraiment leur véritable nom, et de faire très attention de ne pas utiliser un vocabulaire de la sexualité pour parler des violences sexuelles, et inversement à utiliser un vocabulaire de la violence pour parler de la sexualité, parce que là on est dans la confusion totale. Il faut remettre vraiment de l'intelligence, du sens dans les choses, et remettre redonner du sens aux choses. Voilà. Enfin, ça me paraît très très important. Et puis dernière chose que je voulais dire aussi, ne pas oublier dans le cadre des prises en charge les victimes de la prostitution et de la pornographie. Je voulais rebondir aussi par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, que les femmes qui en fait interviennent dans la pornographie. Les actrices, mais je ne voulais pas dire ce mot-là, justement, c'était pour ça que je ne voulais pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'elles subissent des violences extrêmes, elles sont dans un cycle infernal, et on sait que le peu d'études qu'il y a eu sur elles, parce qu'elles sont complètement abandonnées, personne ne se préoccupe d'elles, on dit oh là là c'est affreux de regarder ces images pour les enfants, pour les personnes mais personne ne pense à elles, et elles sont détruites physiquement parce qu'il y a la violence. Plus on laisse les gens être violents, plus ils ont une toxicomanie à la violence, ils rechargent en fait une mémoire traumatique. Mais ça, si ça vous intéresse, je vais ouvrir un site sur la mémoire traumatique bientôt, qui s'appelle mémoiretraumatique.org. Il y aura toutes ces explications-là. Et plus les violences, plus la demande
et augmente. On le voit très bien dans la pornographie, la demande augmente. Et ces filles sont détruites. Elles sont droguées à mort et elles sont détruites physiquement et elles ont une mortalité précoce effarante. Les premières études qui sortent, c'est monstrueux. Hein. Bon, alors, bien entendu, les prostituées aussi, et ça, il faut aussi ne pas l'oublier. Et je ne vois pas comment on peut supporter, dans une démocratie, comment on peut supporter cette violence-là. Voilà. Donc et dernière chose, excusez-moi, non, je n'ai pas dépassé là cette fois-ci. Dernière chose, il faut absolument traiter le plus précocement possible les enfants qui ont été victimes de violences. Enfin, il faut les protéger des violences. Déjà, la prévention, ça serait surtout qu'ils n'en subissent pas. Donc, il y ait vraiment une éducation à la non-violence, hein, parce que je veux dire, on a plutôt dans une éducation à la violence, dans un dressage aussi des enfants qui est complètement dramatique, hein, où il faut quasiment dresser même les bébés. Donc, une éducation à la non-violence, et puis surtout une aide réelle, psychologique et médicale pour ces enfants-là, pour éviter effectivement qu'ils basculent dans la violence. Et ceux qui ont déjà basculé dans la violence, on peut les prendre en charge, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et je commence à avoir une assez bonne expérience de la prise en charge de jeunes adultes ou d'adolescents qui ont commis des violences, et ça marche. Pour moi, la justice joue un rôle déterminant dans la prévention, en dehors des campagnes d'information, des professionnels qui sont absolument nécessaires, et peut-être aussi des campagnes à imaginer vis-à-vis des jeunes dans le système scolaire. Mais là, il faut faire très attention parce qu'on connaît tous la cruauté des jeunes entre eux. Et donc, donner à certains à penser que peut-être la petite camarade qui est à côté a été mutilée, ça peut donner lieu à des actions cruelles d'enfants les uns envers les autres. Donc là aussi, je laisse à l'éducation nationale le soin d'y réfléchir, enfin aux spécialistes. Je pense qu'il faut associer, il faut parler clairement. Il faut expliquer, exciser, c'est mutiler. Et il faudrait associer le plus possible des acteurs différents de la société, et je pense beaucoup aux sportifs, beaucoup aux footballeurs, qui sont souvent issus des milieux où l'on excise, des pays africains où l'on excise. Je peux vous annoncer qu'il y en a un au moins, un courageux, qui s'est mouillé. C'est Cédric Kanté, qui était footballeur à l'OGC Nice et qui est passé cette année à Panathinaikos d'Athènes, et qui n'a pas hésité à faire à ses frais le t-shirt « Halte à l'excision » avec la CAMS. La CAMS, c'est l'association que je manage, disons. Et figurez-vous que il est père de 2 petites filles, ce qui peut expliquer aussi la portée de son engagement. Mais figurez-vous que l'année dernière, il a fait faire donc des t-shirts avec l'accord du président de l'OGC Nice, bien sûr, des t-shirts pour toute l'équipe, pour tout le staff administratif, et avait obtenu l'autorisation de porter les t-shirts pendant l'entraînement. Il y a eu un entraînement avec Marseille juste avant un match d'importance. Eh bien, alors que j'avais obtenu la parole, moi, du président de la Ligue française, oui, bien sûr, c'est autorisé. Eh bien, des influences se sont faites suffisantes pour que les footballeurs de l'OGC Nice se voient refuser le droit de porter ce t-shirt à l'entraînement, où il n'y avait pas les caméras, les sponsors, etc., etc. C'est vous dire qu'on a beaucoup de mal à imposer l'idée qu'il faut prévenir les mutilations sexuelles dans les milieux où ça se pratique. Et je crois que l'effort, il est politique. Il faut associer, en exerçant la contrainte nécessaire, les représentations diplomatiques des pays d'où viennent les personnes qui excisent. Il y a là un travail d'information qui doit pouvoir se faire dans les consulats. Je parle de ce qui peut se faire ici, je ne parle pas de ce qui peut se faire au pays, parce que là j'ai encore plein d'idées aussi. Mais je crois qu'il faut les associer et leur demander de faire en sorte que les messages
anti-excision puisse être diffusée, connue, affichée dans les consulats. Par exemple, juste 2 mots. Moi, je suis allée au consulat du Mali parce que je devais me rendre à une conférence. Je vois 2 salles, mais pleines à craquer de personnes qui attendent pour leur visa ou pour toutes sortes de démarches. Qu'est-ce que ça coûterait d'installer des écrans et de passer, par exemple, le film que j'ai produit et inspiré, Le Paris de Bintou, qui dure 15 minutes et qui n'est pas agressif, de faire passer des messages de cette manière-là pour des personnes qui n'ont pas à fournir l'effort. Elles viendront toutes seules à leur esprit, les images qui seront diffusées sur les écrans. Il faudrait obtenir leur coopération dans ce domaine-là. Deuxièmement, la justice. On en a parlé, je l'ai à peine évoqué, elle est en thrombose complète, ce qui explique vraisemblablement qu'un certain nombre d'affaires dans tous les domaines qui nous intéressent soient classées sans suite. C'est un problème qui nous dépasse, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, on a le même nombre de magistrats qu'en 1914. C'est QFD. Mais il y a, alors là sur la justice, je pourrais tout à l'heure éventuellement répondre aux questions qui me seront posées sur les moyens, au moins, de convaincre les procureurs d'agir un petit peu différemment et de ne pas minimiser la gravité de l'atteinte qui est portée à la vie. Dans les propositions qu'on pourrait faire, on peut se dire qu'actuellement, donc, travaille à l'Assemblée nationale une commission qui va sortir un projet de loi. Donc on va avoir un débat public autour de ces questions des violences faites aux femmes. Je pense qu'il faut en profiter pour avancer le maximum de choses, qui qu'on soit et à la place où on est, c'est-à-dire qu'on soit chercheur, chercheuse ou associatif ou institutionnel. Alors, il y a d'abord connaître l'ampleur des violences, rendre visible ce qui ne l'est pas. On a l'enquête en VEF dont on se réclame toutes et tous, c'est bien. On a l'enquête qu'on a faite en Seine-Saint-Denis sur les violences faites aux filles. Donc c'était une enquête, comme l'a dit Manu, de 18 à 21 ans sur donc un panel de filles assez important. On pourrait avoir cette enquête au plan national. Elle existe, cette enquête. On aurait cette enquête au plan national. Ça permettrait à chacun dans son département de pouvoir dire, bon ben voilà, dans mon département comme dans la France, voilà par exemple, une fille sur 10, chez nous 13%, est victime d'agressions sexuelles graves. C'est quand même pas rien, hein. Dans une classe, ça en fait 3. Hein. Donc, et ces 3-là, en principe, on les remarque parce qu'à l'école, ça va pas, etc. Donc, et si je prends... Donc, il me manque un élément. Dans une classe, j'ai des filles et j'ai des garçons. Et ce qui nous manque, c'est une enquête garçon, sur le même modèle que l'enquête fille, mais qui serait garçon. Bon, ben ça, je pense que vraiment, dans les choses qu'on peut réclamer des pouvoirs publics, ça me paraît pas la mer à boire. Hein. Et ça me paraît très, très important. Donc, meilleure connaissance. On a parlé de prostitution tout à l'heure. Moi, je pense qu'avoir des éléments là-dessus, également statistiques, ça nous aiderait beaucoup. Alors, première chose. Deuxième chose, il se passe quand même beaucoup de choses dans notre pays contre les violences. Si on mutualisait mieux, au niveau national, tous les outils qu'on a créés les uns et les autres, les unes et les uns, genre... par exemple, nous, on a une série de DVD, donc filles et garçons au collège, mariage forcé par des Maliens pour dire que c'est pas que nous les Blancs, mais que c'est les Blancs et les Noirs, et que de toute façon, les droits sont universels pour tout le monde. Peut-être que ça aiderait à ce que les choses progressent aussi, parce que ce qui s'est fait de bien, ben, ça peut servir à tout le monde. Les campagnes d'affiches nationales... il y a eu une campagne d'affiches, par exemple, au plan national par la délégation aux droits des femmes au niveau national, le service national droits des femmes, sauf que les affiches n'ont pas été sorties quasiment, faute de moyens, donc elles sont pas si mal, sauf que si personne ne les connaît, ça sert à rien. Donc on a un vrai problème de sortir de l'ombre, et notre campagne d'affiches, on peut vous le dire, elle coûte pas peau du cul, hein, elle est pas chère. Donc en vrai, si on veut... On peut, et c'est pas si cher, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de volonté politique, ça a été dit avant moi, mais je pense ça tout à fait. Encore 2 choses, on a parlé d'excision, ben, le 6 février,
en Afrique se marque la journée contre l'excision. Eh bien, moi, je pense qu'en France, en solidarité avec les femmes d'Afrique, on pourrait, au plan national, marquer cette journée et en faire une journée nationale. Je vois pas pourquoi ça ne se fait pas. Ça, pareil, ça coûte rien. Hein. Donc, et ça permettrait de mettre l'éclairage à un moment donné là-dessus et effectivement de faciliter, ce que disait Linda, le travail avec les consulats. Dernière chose que je veux dire à propos d'expériences ailleurs qui sont intéressantes. Donc le 6 février, c'était au plan de l'Afrique. Et puis, il y a quelque chose qui se fait en Suède qu'on a envie de vous faire partager parce que ça nous paraît tout à fait intéressant. On a parlé des mères tout à l'heure qui veulent protéger leurs enfants victimes d'agressions. En Suède, au moment donc, quand il y a eu violence dans le couple, on a, pour le droit de visite, un médiateur ou une médiatrice qui vient au domicile de la mère chercher l'enfant, qui rassure la mère, fait le trajet avec l'enfant, parle avec l'enfant, arrive chez le père ou au lieu médiatisé de droit de visite, discute. D'abord, vérifie que le monsieur est bien là, premier élément. Deuxième élément, qu'il y a bien quelque chose à manger au frigo, que le monsieur est en bon état, etc. Si tout va bien, laisse l'enfant, s'en va, revient le chercher quand le droit de visite est terminé. Donc vérifie qu'à ce moment-là, tout s'est bien passé. Sur le trajet, rediscute avec l'enfant et ramène l'enfant chez la mère. S'il y a eu un problème, c'est un tiers qui va faire le signalement et non pas la mère qui serait donc accusée à ce moment-là d'aliénation parentale, comme on dit. Hein. Donc on n'est pas là-dessus. C'est un tiers qui va pouvoir faire le signalement si nécessaire. Ça rassure, je pense, la mère et le père. Ça rassure, ça cadre le père pour le droit de visite. Et ça permet à l'enfant de libérer sa parole. Donc on est sur quelque chose d'assez simple qui se fait en Suède. Donc le médiateur, ça peut être un éducateur de l'ASE, de l'association, quelqu'un de formé. On pourrait complètement imaginer que c'est quelque chose de possible. Alors, l'idée a été retenue par la Commission à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire pression, de continuer à suivre et de faire savoir. Donc voilà, je vous invite à vraiment être attentif et attentif au moment où le projet de loi va sortir pour que y ait... on parle de mobilisation citoyenne ces jours-ci. Moi, j'ai envie de dire qu'autour de la question des violences faites aux femmes et des violences sexuelles particulièrement, il faut une mobilisation citoyenne. Parce qu'il y a eu une campagne, un jour de prévention, que ça suffit. Il faut sans cesse, puisqu'il y a des publicités pour des produits commerciaux qui sans cesse sont rappelés, c'est la même chose concernant les violences, ça me semble très important. Et parmi les propositions, n'oublions pas aussi celle-ci, que dans l'éducation des filles et des garçons, c'est important de construire leur autonomie. C'est une question très courte en fait sur la question de la connaissance et de la prise en charge des violences sur les jeunesses dont on a un peu plus parlé dans la première table ronde, des abus sexuels, etc. Et par référence à un exemple dans le sport sur cette question-là, qui est le fait que des médecins, j'ai eu un échange comme ça une fois avec un médecin en lui demandant si elle avait connaissance de situation et qui me renvoie au secret médical. Donc je voulais savoir ce qu'on peut faire, ce que l'on doit faire, je pense que j'ai une idée, mais qu'est-ce que l'on peut réellement faire par rapport à cet argument qui, évidemment, est particulièrement choquant dans ces cas-là. Ça fait pas mal de questions. Je voulais rebondir effectivement sur la prostitution. Alors, bien entendu qu'on ne se retrouve pas dans la prostitution comme ça, qu'on retrouve la quasi-totalité des prostituées ont subi des violences très graves et des violences sexuelles, que bien là aussi il y a une omerta, un silence qui est là-dessus, qu'elles se retrouvent dans un état, puisque elles subissent des traumatismes à répétition continuelle tout le temps, et elles se retrouvent dans un état de dissociation et d'anesthésie émotionnelle catastrophique, qui est catastrophique aussi pour leur santé, parce que du coup elles sont complètement indifférentes à ce qui leur arrive, elles sont déconnectées, elles sont pas là. Et c'est très grave. Et du coup, cette déconnexion, c'est ça aussi qui est gravissime, est retournée
pour dire, bah, ça leur fait rien, regardez, elles se plaignent pas, elles disent rien. Et autre chose, par rapport à, pour rebondir aussi sur la Suède, c'est-à-dire que ceux qui sont comment on pourrait dire, les clients, entre guillemets, les usagers. Ouais, enfin bon, là aussi il y a vraiment voilà, les consommateurs, mais enfin tous les termes sont bien en deçà de la réalité de la violence qu'ils font subir aux personnes. Ils savent très bien ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. C'est pas du tout du désir. Hein, on n'est absolument pas dans le désir. On n'est absolument pas dans la sexualité. On est dans la violence. C'est-à-dire qu'ils se payent quelqu'un pour exercer une violence inouïe sur cette personne. Donc ça, c'est un élément important. Donc voilà pour ça. Ensuite. Oui, voilà. En Suède, ils sont délinquants. Oui, j'avais pas fini ma phrase. Voilà. Et c'est ça qui est essentiel. Merci, Emmanuel. Deuxième chose, par rapport à la sidération et par rapport aux psychiatres, le pourcentage de troubles, de conséquences psychotraumatiques est le même pour les victimes, comme disent les féministes américaines, les survivantes de violences sexuelles et les survivants des camps d'extermination nazis. C'est le même. Et je voulais juste rappeler ce qu'un nazi avait dit à Wiesenthal, en disant de toute façon, vous pourrez toujours essayer d'en parler, personne ne vous croira. C'est-à-dire que c'est tellement irreprésentable, tellement impensable, que de toute façon, personne ne vous croira. Et on est dans cette situation-là. Quand vous disiez qu'il s'agissait d'une psychiatre qui parlait que la petite avait été la femme de son père de 3 à je ne sais pas quel âge, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais pris le temps de se représenter mentalement ce que c'était. Pareil, moi, dans une formation, j'ai un médecin que je forme, parce on forme des médecins et on essaye de les former effectivement et de les suivre ensuite. Hein. On fait des groupes d'analyse des pratiques professionnelles où on les suit petit à petit et on reprend les choses avec eux. Qui tranquillement nous a dit, ben voilà, on parlait justement du signalement, comme ça je vais rebondir sur la dernière chose. Oui, j'ai reçu une petite fille de 3 ans, justement. Sa mère venait parce qu'elle avait une vulvite. Et puis j'ai fait des prélèvements, et les prélèvements sont revenus, c'était des spermatozoïdes qu'il y avait sur les prélèvements. Et puis voilà, la mère n'est pas revenue, donc elle n'a rien fait. Alors là, tout le monde s'est retrouvé comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'avait rien fait. Ni le laboratoire, ni le médecin généraliste n'avaient rien fait. Et pour rebondir sur la dernière chose, donc ça montre bien la sidération. Et là, pendant la formation, elle prenait d'un seul coup conscience que quelque chose de grave s'était passé, mais qu'elle n'avait pas du tout imaginé une seconde comment ces spermatozoïdes-là étaient arrivés dans cette vulve-là, en quelque sorte. Et voilà, on ne voit pas les images, hein, parce qu'on les évite, effectivement. Et puis pour rebondir, on lui a renvoyé à cette généraliste que, même si la mère n'est pas venue, elle était dans l'obligation déontologique et pénale de signaler les faits. C'est-à-dire que le secret professionnel est levé pour les mineurs, pour les agressions sexuelles sur les mineurs et toutes les maltraitances et les violences faites aux mineurs. Donc il n'y a pas de secret professionnel qui tienne. Hein, et déontologiquement aussi. Donc et là aussi pareil, maintenant il n'y a plus de secret professionnel qui tienne dans l'échange d'informations entre médecins, psychiatres particulièrement, et les autres professionnels. Parce que très souvent, je vois quand je travaille beaucoup avec l'éducation nationale, avec les médecins scolaires, les psychologues scolaires et les infirmières scolaires, qui me disent, elles sont pleines de bonne volonté, mais elles se retrouvent face à un CNPP qui ne veut donner aucune information sur des enfants pour lesquels elles sont inquiètes. Ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire ils doivent fournir les renseignements. C'est-à-dire que c'est prévu par la loi maintenant, cet échange de renseignements. Donc le signalement, malheureusement, les médecins qui sont souvent aux premières lignes pour voir les dégâts physiques, psychiques des violences, sont encore très en retard. Hein. Bon, faut voir qu'on revient de très très loin et que petit à petit, alors ce qui est quand même positif, c'est qu'à chaque fois que je fais des formations, j'en fais de plus en plus des formations sur les violences sexuelles et sur les maltraitances graves aux enfants. Moi, je continue à parler de maltraitance. Vraiment, ils repartent avec des outils et c'est vrai qu'ils me renvoient ensuite. Après, ils m'interpellent, ils me demandent pour des signalements, ils les font, ces signalements. Donc il faut qu'ils soient formés, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits sur la médiatisation, vous savez, avec le docteur Catherine Bonnet, pédopsychiatre, sur la radiation au Conseil de l'ordre pendant, je ne sais plus combien de temps, c'était
Ouais, c'est ça. 9 ans. Donc les médecins, ils sont terrorisés. Et puis les assurances qui leur disent oulala, faites attention. Comment établir un certificat? Alors qu'un certificat, c'est très facile. Il y a des outils. Enfin, il faut savoir comment le faire, mais c'est très facile. Et il faut vraiment les aider. Et là aussi, sur le 92, on a mis en place une expérience qui est intéressante, qui est un numéro d'expertise pour tous les médecins du 92 qui peuvent appeler, alors c'est moi qui m'en occupe, pour demander justement comment faire. Voilà, je suis dans telle situation, et moi je les aide, ou je leur envoie un protocole de signalement, ou je leur dis, je leur donne... À l'obligation de signaler lorsqu'il y a un crime qui est susceptible de se commettre ou un délit. C'est une obligation qui pèse sur chacun d'entre nous. Les médecins se pensaient à l'abri donc de ce signalement en se retranchant derrière le secret professionnel qui est absolu. Sauf, justement, lorsqu'il s'agit de sévices, d'atteinte à la sécurité et à l'intégrité de mineurs. Et la loi a été modifiée en 2006, le 4 avril 2006, pour préciser mineurs, mais pas de 15 ans comme auparavant, donc 18 ans. Mauvais traitement à mineurs, y compris lorsqu'il s'agit d'atteinte ou de mutilation sexuelle. C'est précisé dans le texte même de l'article 226-14. Et in fine, cet article précise que le praticien ne pourra pas être soumis à des sanctions professionnelles en cas de signalement dans les conditions prévues par l'article. J'ajoute que le praticien qui n'aurait pas fait de signalement est susceptible de se voir pénalement condamné. Donc il y a une véritable obligation de signalement et il faudra vraiment en informer tous les médecins. Que fait l'Académie de médecine? Aujourd'hui, on connaît les mécanismes de la violence dans le couple. En vrai, on pourrait le faire pour toute la population française, en grand, à la télé, partout, pas seulement pour les jeunes, pour tout le monde, puisqu'on connaît comment ça marche. On sait que ça commence par le fait qu'on la dévalorise, on l'isole, et seulement les coups viennent ensuite, etc. On sait comment ça fonctionne, on la gourdifie, comme dirait Manu. Donc on sait très bien comment ça marche. Donc à mon avis, on pourrait complètement, pour les jeunes et les moins jeunes, avoir une campagne qu'on reprendrait dans la durée, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sylvie, sur les mécanismes de la violence dans le couple, pour que, en fait, on reconnaisse, s'il n'arrête pas de me dire tout ce que tu fais, c'est pas bien, le beefsteak est pas cuit, la télé est dégueulasse, est sale, pourquoi tu l'as, les gosses sont dehors, etc. S'il n'arrête pas de me dire que tout ce que je fais est pas bien, et d'ailleurs, si j'ai fait cuire le beefsteak, il m'avait dit qu'il n'était pas assez cuit, donc je le fais cuire cuit, et ce que là, il me dit c'est pas bon non plus, c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est jamais ça, que je puisse me dire, tiens, là, attention, s'il m'enlève tous mes moyens de paiement, que j'arrive sans carte vitale, sans carte bleue, que le professionnel ou la maman de cette personne, de cette femme, se dise attention, elle n'a pas de moyens de paiement, c'est peut-être qu'elle est violence, et que du coup on puisse poser la question. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois, une dame qui pouvait même plus payer la cantine de sa fille, et je lui ai dit, elle travaillait, je lui ai dit vous êtes victime de violence, elle me dit comment vous le savez? Ah ben je lui ai dit vous n'avez pas de moyens de paiement, c'est un des éléments. Et donc après on a pu discuter. Donc en fait, si on avait tous les clignotants qu'on connaît bien, qui pouvaient s'allumer, ça aiderait bien sûr les jeunes au moment de la mise en couple, bien sûr, mais ça aiderait tout le monde, la maman de cette jeune femme, etc., à savoir que là, attention, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas... On dire aussi sur les histoires de couple. Alors bon, on sait qu'il y a beaucoup de violences sexuelles dans le cadre des violences dans le couple, mais qui sont pas encore suffisamment identifiées. Et aussi pour dire qu'un des moments de prévention importants, c'est aussi la grossesse. On sait que 40% des violences commencent pendant une grossesse et que les 3/4 des femmes disent qu'elles ont vécu des violences vraiment très graves dans ces cas-là. 3 femmes sur 4. Donc là aussi, on se bat pour que dans tous les services d'obstétrique, que toutes les sages-femmes posent la question lors du 4e mois de grossesse, posent la question systématiquement et aussi des termes tout à l'heure. Il faut savoir ce que c'est un mariage forcé. Il y a plusieurs formes. Le mariage, dans notre langue, c'est l'union de 2 personnes qui y consentissent et qui est entériné par l'officier d'état civil.
Or, le mariage forcé tel qu'on l'évoque, généralement, il s'agit d'une union coutumière ou religieuse, parfois c'est pas très différent, organisée, décidée par les parents au préjudice de leur enfant, qui est le plus souvent une mineure. Ça se traduit par quoi? Par l'enfermement d'une mineure, en général donc, qui va subir des relations sexuelles imposées. Ça vous rappelle rien, cette définition? C'est un viol. Les parents sont complices, auteurs, responsables, instigateurs du viol de leur enfant. Et tant qu'il n'y aura pas de poursuite pénale sur cette base-là, eh bien, on n'avancera pas. Parce que lorsque une assistante sociale, par exemple, dit à une jeune fille qui vient se plaindre, qui vient expliquer que « Ah, mais tu as été mariée », eh bien non, elle n'a pas été mariée, elle a été violée. Et cela, il faut le faire comprendre aux deux parties. Et le faire comprendre aussi au monsieur, qui aura souvent payé donc une dot, c'est-à-dire le droit d'utiliser le corps de cette jeune fille. Et souvent cette jeune fille, née en France, élevée en France, sera la troisième épouse d'un vieux barbon. Enfin, vous connaissez, je suppose, ces situations-là. Même si les jeunes, ça ne change rien. Mais je crois qu'il est important de recadrer les choses en ce qui concerne le mariage forcé, qui est vraiment une violence absolue qui est faite aux jeunes filles. Et parfois, les garçons aussi subissent cette violence, mais elle est moindre dans la mesure où, vous me comprenez, les relations sont un peu différentes. Mais ils sont aussi contraints de subir une union décidée par les parents.